Ma communication va poursuivre deux objectifs. Le premier est plus général, vise à réfléchir aux modalités de légitimation de la figure du féminin affranchi dans trois moments clés de l'imagination littéraire moderne, à savoir la fin du romantisme, la Belle Époque et durant les années folles. Le second objectif est plus spécifique, consiste à proposer une lecture de trois récits d'Amazone et par le fait même d'observer comment les axes retenus pour ce colloque, pouvoir, sacrifice, communauté, s'y caractérisent. Les récits qui retiendront mon attention sont les suivants. Une Amazone 1845 d'Alexandre Dumas, l'Amazone de Prague 1890 de Léopold von Sacher-Masoch, mais je prononce à la française, Sacher-Masoch, et Les Amazones 1928 de René Dunant. Approchant ces textes au miroir de l'histoire des idées, je vais chercher moins des recoupements entre eux que des jalons pour appréhender l'évolution des rapports hommes-femmes, notamment en ce qui touche l'identité masculine en crise, pour reprendre une notion dont s'est servie Anneliese Moog dans un ouvrage important. Féminin affranchi, affranchi par rapport à quoi? Le premier aspect que je souhaite considérer a trait au contexte idéologique et à la difficulté pour la femme en France au XIXe siècle de s'échapper du carcan où l'ont enfermé de vieux schémas patriarcaux. Les résistances et les préjugés auxquels se heurte la femme qui se veut libre sont alors considérables. Le Code civil établi par Napoléon en 1804 a largement désavantagé la femme, la proclamant mineure devant la loi. Elle dépend de son père puis de son mari. Ses droits civiques et politiques sont limités. Son éducation, pensée par des hommes, est pratique et utilitaire. Soumise à de nombreuses restrictions, elle ne peut ni voter, ni se réunir dans un club, ni même porter le pantalon à sa guise. Son rôle est de servir son mari, tenir sa maison, s'occuper des enfants. Le Code civil statue en outre que le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. À l'intérieur de ce contexte, l'homme est solidement établi dans le rôle du sujet, de sorte que la femme se voit construite dans et par le regard masculin. Le discours des sexes est avant tout un discours sur la femme. Même le discours scientifique admet la non-égalité des sexes. Confiné à son corps, mais à des fins de reproduction, jamais à des fins de jouissance, car le plaisir sexuel féminin reste le tabou suprême, elle est vue comme un être où prédominent les instincts. On lui attribue un cerveau inférieur parce que perturbé par les nerfs ou l'utérus, et toute une terminologie péjorative vient traduire la défiance que soulève l'émancipée. On l'appelle pétroleuse, rebelle, bas bleu, demi-vierge, cerveline, virago, homasse, ainsi de suite. Mais les choses bougent. La loi, les institutions, les mentalités, de nouveaux modèles dessinent les jalons du changement que la Grande Guerre aura pour effet d'accélérer. De 1871 à 1914, la France connaît une période d'avancée pratique, symbolique et théorique pour les femmes. Elles obtiennent par exemple de meilleurs diplômes. La femme mariée peut disposer librement de son salaire à partir de 1907. Depuis la loi Naquet en 1884, le divorce est de nouveau autorisé. Et en ce début de XXe siècle, les femmes émergent dans la vie littéraire et voient advenir une tendance qui leur est enfin favorable. À l'intérieur de ce monde nouveau, mouvant, il n'est plus simple de savoir comment s'affirmer mâle. Les repères ancestraux, patriarcaux se font bousculer et on assiste dans l'imaginaire fin de siècle au déploiement de fantasmes indicateurs d'une crise de la masculinité de la part d'un groupe toujours dominant, mais de plus en plus incertain, angoissé, déchiré. Cette activité fantasmatique se manifeste notamment par une tendance à la réinterprétation de mythes anciens, des mythes grecs, Méduse, le Sphinx, Pygmalion, Circé, Diane, Médée, etc. Mythes bibliques, Ève, Salomé, Dalila, Judith, etc. Des mythes ayant souvent pour dénominateur commun une figure féminine forte, hors norme, voire fatale, ce qui dans bien des cas se traduit aussi par fatale à elle-même. Donc, c'est par rapport à tout ce contexte que je vais situer la figure transgressive de l'Amazone en dégageant quelques idées structurantes, celle de la femme tueuse d'hommes, de la femme virile, sa rivalité ou sa substitution à l'homme dans l'exercice du pouvoir, l'humiliation qu'elle inflige au mâle. Dans la terminologie mythologique, on parle généralement des Amazones au pluriel. Or, dans la nouvelle Une Amazone d'Alexandre Dumas, l'auteur se sert du terme au singulier.
Au cœur de cette nouvelle, parue dans le journal Le Siècle du 29 septembre au 4 octobre 1845, on trouve une figure de femme indépendante, sachant évoluer sans le soutien masculin. Ce personnage éponyme, qui n'apparaît vraiment qu'à partir de la 3e partie de 6, c'est mademoiselle Herminie de, on ignore son patronyme. Elle devient la maîtresse du protagoniste, Édouard Didier, mais c'est elle qui détermine les règles de leur liaison. Une liaison ténébreuse, dit le narrateur, ce qu'elle est à double titre, puisqu'elle est nimbée de mystère, c'est une des règles fixées par Herminie, et qu'elle entraînera mort d'homme, mais pas celui que l'on croit. Dumas ne trace pas de portrait détaillé d'Herminie, si bien que chaque information compte. Jeune, belle et riche, elle provient d'un milieu aristocratique, attache beaucoup d'importance à sa réputation, c'est en partie pour ça qu'elle tient à ce que sa liaison reste secrète. Elle a développé une personnalité d'Amazone ici au sens de femme douée de qualités viriles, en raison de l'éducation atypique qu'elle a reçue. C'est son père, un ancien soldat de Napoléon, qui l'a élevée. Il voulait un fils, il l'a donc élevé en garçon, il lui a appris à monter à cheval, à tirer le pistolet, à faire des armes. Adulte, elle vit avec sa vieille tante, moins parce qu'elle est orpheline que parce qu'elle est célibataire. Et sa virilité, son statut d'Amazone, si vous préférez, se traduit par le fait qu'elle monte à cheval et fait des armes comme un homme. Elle tend même à avoir le dessus sur l'autre sexe. Mais ce n'est pas tout. Plus choquant encore, d'après les schémas sociaux des années 1840, elle aime comme un homme, ou, explique Florence Rainer, comme sont supposés aimer les hommes à l'époque, avec violence, sans émotion apparente. À cet égard, Herminie apparaît comme un danger, et son amour est vécu comme une humiliation par Édouard, personnage dévirilisé, vaguement lâche, qui se sent pris pour un domestique. Lors de leur première rencontre au bal de l'opéra, c'est moins sous l'aspect d'une Amazone qu'Herminie lui apparaît que sous l'allure énigmatique d'un sphinx. Elle est vêtue d'un domino, donc elle est méconnaissable, et elle l'aborde hardiment, l'entraîne rapidement vers une loge où ils seront seuls, puis initie une relation qui sera faite de mystère, de possessivité, de menaces. Elle se présente comme une de ces femmes capables de donner leur vie, leur âme à l'homme qu'elles aiment, ardentes dans leur amour, mais terribles dans leur haine. Elle convainc Édouard de tout lui sacrifier, de renoncer à ses amours faciles avec ses autres maîtresses, de risquer tous les jours sa vie pour l'avoir un instant et ne jamais parler de leur liaison à quiconque, en retour de quoi elle lui promet un amour comme il n'en a jamais eu. Mais elle le prévient, peut-être un jour ne vous aimerai-je plus, alors vous n'aurez rien à faire dans ma vie, pas un reproche à m'adresser, pas un mot, et si d'ici là vous devenez parjure ou seulement indiscret, je vous tue. Édouard, qui est le type même du jeune homme à l'époque romantique, il est tantôt joyeux et insouciant, tantôt mélancolique ou triste, est d'abord incrédule, il craint d'être victime d'une farce, mais il se laisse séduire par curiosité devant la perspective d'un plaisir nouveau. Il joue le jeu, il assume le risque de paraître ridicule, puisque pour leur tête-à-tête nocturne, Herminie, qui habite l'hôtel voisin, l'a convaincu d'enjamber l'espace qui sépare leurs fenêtres au moyen d'une grande planche de bois. Il reste maître de lui en obéissant à son Amazone cependant. C'est pourquoi la légitimation du féminin affranchi que propose Dumas dans cette nouvelle est seulement partielle. Herminie, par sa personnalité, son attitude, ses actions, s'octroie une liberté à cette époque seulement permise aux hommes. Elle représente un danger pour l'ordre social. Elle met d'ailleurs sa menace, si vous êtes indiscret, je vous tue, sa menace à exécution, puisque lorsqu'elle découvre que Édouard a finalement été indiscret et s'est ouvert de leur liaison à un ami, elle repousse la planche qui permet à son amant de venir la rejoindre pendant la nuit, alors que celui-ci n'a pas fini de traverser. Mais l'homme tombe et meurt, et la planche lui fracasse la tête. Mais cet homme n'est pas Édouard, c'est Edmond, un double malchanceux d'Édouard. On se demandait à quoi il servait dans l'histoire, puisque jusque-là, chacune de ces apparitions servait à signifier qu'il était incapable de se trouver un nouveau logement et de trouver une maîtresse. Et donc, lorsque Édouard est lassé de son intrigue de bal masqué,
Il offre sa place à Edmond. Évidemment, c'est le soir fatal pour lui. Cette substitution lui sauve la vie. Herminie, femme tueuse, n'est pas punie à la fin de la nouvelle. Elle vend son hôtel, disparaît en Italie, et nul, hormis Édouard, ne soupçonne même sa responsabilité dans la mort d'Edmond. Toute dominatrice soit-elle, elle reste construite dans le regard d'un sujet masculin plutôt que devenir sujet elle-même. Malgré sa singularité, elle est une Amazone, unique en son genre, plutôt qu'issue d'une communauté de semblables. Elle a beau être le personnage éponyme, c'est Édouard le protagoniste. C'est à lui que cette aventure arrive et, momentanément humilié par cette liaison, il reprend à la fin du récit la vie qu'il menait avant de rencontrer Herminie. Il retourne à Marie, son ancienne maîtresse, et tout ce qui a changé, c'est que Marie, plutôt que de jouer au 21, joue maintenant au lance-quenet. Autrement dit, cette amante virile qui préfigure Alberte et Haute-Claire, pour ceux qui ont lu Barbé d'Aurevilly, les Diaboliques, n'a rien révolutionné dans sa vie. C'est tout le contraire qui va se produire avec Witieska, l'Amazone pragoise de Sacher-Masoch. Le nom de Sacher-Masoch appelle quelques remarques préalables. D'abord, comme son devancier Sade, il a l'infortune en quelque sorte d'être moins connu pour son œuvre que pour une certaine perversion dérivée de son patronyme. Ses romans et nouvelles mettent peut-être souvent en scène des femmes qui dominent à coups de fouet des amants qui ont consenti ou pas à cette soumission. Il ne se résume pas non plus à cette seule dimension scabreuse ou masochiste. Thérèse Benson, par exemple, le décrit en 1875 comme un émule de Tourgueniev. Deuxièmement, l'inclusion d'un auteur galicien aux côtés de deux auteurs français n'est pas une manière déguisée pour moi d'effectuer une étude comparée, parce que c'est un écrivain certes non français, mais important en France à l'époque. C'est la Revue des Deux Mondes qui publie plusieurs de ses textes en particulier. Que je vais m'intéresser donc le temps de lire une nouvelle, l'Amazone de Prague. À la lecture qui suit s'insère dans un cadre très étroit par rapport au terrain sur lequel Sacher-Masoch pourrait nous amener. Je n'irai pas, par exemple, entreprendre une étude d'ensemble à la Deleuze, qui est son étude de la fin des années 60, présentation de Sacher-Masoch, le froid et le cruel, et pièce de référence dans les études masochiennes. L'Amazone de Prague est le 8e de 10 portraits de femmes slaves publiés en 6 numéros, de 1889 à 1891. J'insiste sur quelques ressemblances avec le texte de Dumas. D'abord, point de vue masculin, qui s'étend jusqu'à la voix, le narrateur. Le récit est assuré à la première personne par un narrateur largement identifiable à l'auteur lui-même. Si vous comparez les événements décrits avec la reconstitution dans la biographie de Bernard Michel, vous voyez donc l'inspiration autobiographique indiscutable. C'est encore une fois une femme dans le regard d'un homme. Le personnage éponyme est donné à nouveau comme l'objet d'une singulière séduction qui émane d'attributs masculins. Elle s'adonne au maniement des armes, fait preuve de courage, de fermeté morale, de hardiesse, une caractérisation qui suscite dans l'imaginaire dans l'imagination du narrateur une comparaison avec les Amazones. Pas celle de la mythologie grecque, puisque c'est à d'anciennes légendes slaves que pense Sacher-Masoch. Vlasta, Charka, la magicienne Libussa. D'après Bernard Michel, l'imaginaire sexuel de Sacher-Masoch se nourrit de contes slaves de son enfance. Cette Amazone de Prague se nomme Witieska. Le narrateur doit être alors âgé de 12 ans environ. Lorsqu'il fait sa connaissance, il arrive de Lemberg. Son père, préfet de police, profite d'un congé d'1 an pour amener sa famille vivre à Prague. C'est la fin du printemps 1848 et la ville se prépare à être l'hôte du congrès panslaviste. Witieska est l'aînée de 2 filles d'un peintre et capitaine de la Svornov, le corps national tchèque, qui habite le même immeuble que la famille du narrateur. Elle apparaît à 3 reprises dans le récit et laisse à chaque fois une impression plus forte sur le jeune narrateur. La première fois, le narrateur la surprend au fond du jardin
à s'exercer à la cible. Il la trouve ravissante avec sa fourrure polonaise et ses petites bottes. Elle lui dit « Si vous croyez qu'il n'y a d'Amazone que dans votre pays, vous vous trompez. Moi aussi, à l'occasion, je monterai sur les barricades et aussi à cheval, tout comme les héroïnes de la Pologne. » Cette réplique, en plus d'annoncer la suite des événements, sert à poser la comparaison avec la figure mythologique. C'est l'Amazone elle-même qui suggère le rapprochement. La deuxième fois, Witieska est debout sur un monticule dominant la rue en train de déverser sa colère sur une personne que le narrateur identifiera par la suite, le major des grenadiers, M. von der Mühlen, grand favori des dames et du peuple, qui se fait surnommer le Don Juan de Prague. Elle lui reproche de l'avoir trompé, d'avoir manqué d'honneur, et elle lui parle en termes menaçants. « Vous m'avez séduite et trompée, je suis vaincu, mais prenez garde. Si jamais vous tombez entre mes mains, je serai pour vous sans pitié. Priez Dieu que nous ne rencontrions jamais sur un champ de bataille. » Anticipation, annonce de ce qui va se produire par la suite. La troisième et dernière apparition de Witieska a lieu pendant les événements dits de la semaine sanglante de Prague. Le narrateur qui se rend sur la place Wenceslas assister aux affrontements aperçoit au sommet de la plus grande barricade Witieska dans sa toilette de bal de la veille, un drapeau tricolore à la main. Le bataillon de grenadiers approche, le major von der Mühlen en tête. Lorsqu'il atteint la barricade où se tient Witieska, il a réussi à convaincre à peu près tous les émeutiers de se rendre, sauf elle qui, aussitôt qu'elle le voit approcher, tire un pistolet de sa ceinture, fait feu sur l'officier, le blesse à mort. Elle pousse ensuite un cri de triomphe, mais tous ceux qui ne fuient pas se font massacrer, y compris Witieska. Et la dernière image que le narrateur va avoir d'elle, c'est celle de son cadavre. Il la voit qui gît, le dos appuyé sur un tas de pavés, sa belle tête inclinée sur l'épaule gauche. Le sang a beaucoup coulé. La mort, écrit-il, ne l'avait point défiguré. Les yeux et la bouche entrouverts semblaient sourire, mais la lèvre était plissée par une expression de défi, et c'était bien le sourire féroce d'une Amazone bohème. Je suis à 16 minutes, j'arrive bientôt à la 4e partie. Sacher Masoch a-t-il fait mourir Witieska pour des motifs idéologiques, puisque rappelons qu'au 19e siècle, les insoumises et a fortiori les tueuses d'hommes connaissent généralement un sort funeste. Le fondement historique de sa nouvelle nous permet d'en douter, de même que son penchant prononcé pour les femmes batteuses d'hommes. Le dénouement semble en tout cas conforme avec ses idées générales, puisque selon lui, la femme est cruelle de nature et les sexes sont ennemis. L'amour, c'est la guerre des sexes, croit-il. De plus, la mort vient pimenter un spectacle érotique. Le jeune narrateur est impressionné par l'attitude valeureuse de Witieska. Il y a une dimension politique dans la nouvelle dont je n'ai pas parlé, mais il est surtout émoustillé par la belle Amazone. Le fait que Witieska appartient à la race des femmes slaves et que selon Sacher Masoch, elles sont presque sans exception des despotes nés. Bref, la légitimation du féminin affranchi procède dans ce cas-ci de la naissance du désir érotique masculin. Ma dernière Amazone, Tomira, troisième texte de mon corpus. Quelques observations préliminaires rapidement. D'abord, le nom de René Dunant nous est peut-être moins familier que celui des deux auteurs précédents. C'est une des auteurs de la première moitié du XXe siècle qui a un peu échappé au radar des historiens de la littérature. Dans son cas, la réappropriation de la figure des Amazones va plus loin que le texte dont je vais vous parler. J'aurais pu parler d'autres de ses romans, comme Cachemire, Jardin du bonheur ou Les voluptés de minuit, où on trouve des femmes despotes, tueuses d'hommes, des Amazones, etc. Ces dames de Lesbos, c'est un recueil de 11 histoires de 1928 qui contient une des nouvelles, s'appelle justement Les Amazones. Voici enfin un regard de femme sur les Amazones, une pleine légitimation également du féminin affranchi. Deux facteurs sont déterminants, l'évolution des idées en matière de rapport homme-femme,
la fragilisation des schémas traditionnels au tournant du 20e siècle et après la Grande Guerre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais sauter quelques lignes pour arriver donc plus précisément. Donc, 11 histoires et tableaux destinés à donner des formes curieuses prises par l'amour saphique à travers le temps. Et le récit Les Amazones clôt la première partie. Il fait intervenir une véritable communauté de femmes guerrières qui vivent à l'écart des hommes, leurs ennemis. Au début du récit, elles ont chassé et défait un groupe de pillards. 10 d'entre eux vont être suppliciés. Tomira, la protagoniste, a été choisie au sort pour aller rejoindre le dernier captif, le plus robuste, avant qu'il ne soit pendu. Elle aura 1 heure pour s'accoupler avec lui, et si le mâle ne l'a pas fécondée, elle sera expulsée du clan 3 mois plus tard, car c'est ainsi, avec des hommes de hasard exécutés ensuite, et qui ne seraient donc excités à l'amour, que les Amazones perpétuent leur sang, leurs ardeurs sauvages et leur insatiable soif de liberté. Ce tirage au sort place Tomira dans une situation intenable, amante de la belle Pentésilée. Elle sait qu'elle perdra son affection si elle respecte la loi. Tu vas être à un homme, lui confirme sans ménagement celle-ci. Un homme te communiquera son odeur de bouc, et nos caresses, nos étreintes, nos étranges baisers ne renaîtront plus. Si Tomira désobéit à la loi, elle restera peut-être la douce amante de Pentésilée, qu'elle a tant aimé et désire encore, mais elle signera son arrêt de mort, puisque l'Amazone qui met à mort, celui à qui le sort la dévoie, doit être tué à son tour. Que fera alors Tomira, aux grands mots les grands moyens, le soir de la cérémonie, alors que les Amazones sont réunies autour de la tente où Tomira et le dernier captif viennent d'entrer? Un cri se fait bientôt entendre, suivi de lamentations. Tomira sort brusquement de la tente, saisi d'un rire convulsif, et montre à Pentésilée son coutelas couvert de sang. Elle a respecté la loi des Amazones, elle n'a pas tué l'homme, mais pour éviter de s'aliéner son amante, elle a enlevé au dernier captif le droit de se prétendre un homme. Si la guerre des sexes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, avait fait une victime masculine collatérale chez Alexandre Dumas, et si l'issue s'était révélée fatale aux 2 sexes chez sa sœur Mazoc, chez Dunant, l'écrasement du mâle atteint un autre degré. C'est, envisagé du point de vue masculin hégémonique, le pire scénario qui se réalise, la castration. L'homme n'est plus atteint dans sa cérébralité, comme dans une Amazone de Dumas. Il ne succombe pas à la vengeance d'une femme, comme dans l'Amazone de Prague. L'homme est écrasé dans le foyer de sa virilité par rapport au schéma traditionnel, c'est l'agression ou le désordre suprême. Or, justement, les choses ne sont pas considérées du point de vue masculin hégémonique, et l'émasculation du dernier captif n'est pas une fin pour Tomira, mais un moyen. Sa seule intention est de conserver l'amour de Pentésilée sans enfreindre la loi des Amazones. Autrement dit, l'homme n'est plus le sujet. Ce n'est pas un hasard si le dernier captif n'est à peu près pas caractérisé au-delà de ses fonctions dans le texte. On ignore tout de lui, son nom, son aspect, son histoire personnelle, parce que c'est sans importance. Qu'est-ce qui importe alors? L'homosexualité féminine, c'est le thème structurant du recueil, comme l'indique déjà son titre, Ces dames de Lesbos, et le propos liminaire. Lu sous cet angle, les Amazones est une histoire qui finit bien. Mais il faut lire le reste du recueil. On s'aperçoit que les temps reculés ont été plus propices à la liberté féminine que l'âge moderne. Ainsi, au temps primitif, les filles de la Louve, une tribu de proto-Amazones il y a 30 000 ans, vivent dans un monde quasi sans hommes. Mais, au début du 20e siècle, dans Hollywood, Ethel Ether et Ida Pesterli, 2 actrices de cinéma, vont mettre longtemps à trouver un endroit où s'aimer sans risquer la prison. Elles vont finir par soudoyer un policier et, sur la route sèche et devant la Sierra désertique, elles ont enfin la permission, pour 3 heures juste, de s'aimer à merci. Dans Paris, le dernier récit du volume, la célèbre poétesse et grande étoile de Lesbos à Paris, Ariette de Sony, est victime d'un subterfuge alors qu'elle va rencontrer la jeune romancière qui vient de publier le livre « Embrasse mon âme ». En caressant la jeune fille à l'air viril et aux muscles apparents, elle découvre avec horreur que sa nouvelle amante est un homme.
Elle va fuir, mais il est trop tard. L'homme est vigoureux. Il plie l'ennemi de son sexe, la domine, la vainc. Vengeance d'un sexe, sans doute, et c'est sur ce terrain que nous amènent les Amazones. Je vous ai présenté 3 Amazones bien distinctes, 3 manières historiques de comprendre ce mythe, avec au départ ce désir d'échapper au carcan idéologique enfermant la femme dans un modèle social défini par des schémas patriarcaux. Le mythe de l'Amazone supporte un fantasme de la femme libre, et cette juxtaposition de 3 textes, 3 époques, nous permet de voir finalement le passage de l'homme sujet à la femme sujet.